Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Sandra Lucbert pour Personne ne sort les fusils, un livre sur le procès de France Télécom l'année dernière, en 2019. Alistair pour La Bibliothèque Impossible, une bibliothèque pleine de livres imaginaires, de livres interdits, des livres les plus chers et même de livres de Léon Zitrone, vous allez voir. Et Nicolas Laforgue et Sandra Da Silva du groupe 10 qui sort un album et naître qu'au milieu des monstres. Et l'on commence par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise? La réponse en images du groupe 10 pour commencer. Qu'est-ce que c'est cet appareil? C'est un autotune. Un autotune? Ouais, c'est un autotune, c'est un appareil qui corrige la voix et donc qui est aujourd'hui, il y a une grosse polémique autour de cet appareil. Certains trouvent ça absolument incroyable, d'autres trouvent ça absolument horrible. Et ce qu'on trouve intéressant là-dessus, c'est qu'il va permettre aux jeunes qui écoutent leur musique aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé dans le rap actuel, d'être tranquille pour l'écouter, puisque les plus vieux ne vont plus écouter du tout leur musique, puisqu'ils trouvent le son horrible. Et je trouve que c'est un rapport intéressant par rapport avec l'apparition de la guitare électrique à l'époque, où tout le monde disait c'était du bruit. L'autotune scinde les auditeurs au même niveau. Vous chantez avec un autotune sur votre album. Est-ce que Sandra, ça l'énerve? Non, ça va, je me suis adaptée. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, bon, on n'est plus tout jeune, mais on s'est confrontés aussi, aimant tous les deux le rap, à l'arrivée de ces nouveaux styles de rap. Et soit à ce moment-là, on s'arrête et on reste des vieux cons qui refusent d'écouter la suite, soit on s'adapte et on comprend qu'il y a des choses hyper intéressantes à utiliser. Eh bien, on écoutera ça tout à l'heure. Alistair, votre image à vous, c'est celle-ci. Une image qu'on a beaucoup vue ces derniers jours, hein. Et oui, c'est Donald Trump qui joue au golf au moment où on annonce qu'il a sans doute perdu l'élection. Alors, je trouvais que ça aurait été une bonne façon pour lui, juste après cette partie flamboyante, d'accepter les résultats peut-être, et qu'il aurait fini sur un espèce de comme ça de pic. Mais bon, apparemment, il refuse. Donc, mais voilà, il est presque sympathique sur cette photo et sur la. Je veux dire, si ça avait fini comme ça, je pense que ça aurait été plutôt positif pour lui. Mais bon, il peut pas. Et il n'a jamais reconnu aucune défaite, Donald Trump. Je vois pas pourquoi il commencerait aujourd'hui. Jamais. Donc, mais c'est dommage. Cette photo, et ça aurait été magistral comme sortie de finir là-dessus. Vraiment, irrationnel jusqu'au bout. Il finira sans doute là-dessus. Sandra Lucbert, vous, ce sont deux photos que vous nous avez fait parvenir. Alors, que représentent-elles exactement ? Alors, ce sont les photos de ce qu'on a appelé le charnier de Paris 5, donc de l'Université Paris-Descartes de médecine. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais c'est le centre de don des corps de l'Université de médecine de Paris, dont on avait découvert qu'au bout de 25 ans d'abandon, en fait, la totalité des corps offerts à la science avait pourri. Donc, on a retrouvé des sacs entiers d'organes putréfiés, des rats qui mangeaient les corps, des mégots enfoncés dans les viscères, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et donc, j'ai choisi cette image parce que j'y vois le concentré de ce que la rationalité néolibérale promet comme destin à l'humanité. Et comme on le voit, il y a des caches sur l'image parce que c'est un destin qui n'est pas très enviable et mieux vaut se le cacher. Et pourquoi ? Parce que la rationalité néolibérale, elle considère les humains comme des choses. On le voit bien dans le cas du charnier, où non seulement ce sont des corps humains qui ont été réifiés, mais des corps humains morts. Or, normalement, les corps humains morts, ce sont ceux à qui on réserve un traitement spécial dans l'humanité. C'est la symbolisation qui caractérise les humains. Et on voit ici que cette symbolisation a été complètement annulée. Elle a été annulée donc parce que la rationalité néolibérale, elle considère les choses en général, quelles qu'elles soient, la nature et les humains, comme séparables en deux catégories, les profits et les coûts comptables. Et là, manifestement, dans le cas du centre de don de corps, la rationalité managériale ne pouvait pas envisager qu'il s'agissait là d'un profit, puisqu'il n'était pas comptable, et donc ils l'ont rangé dans la colonne des coûts, ce qui fait que pendant 25 ans, ils ont laissé les corps pourrir. Or, ces corps morts-là n'étaient pas n'importe quel corps mort. Non seulement ils auraient dû avoir droit à une symbolisation minimale, mais qui plus est, il s'agissait de corps de
gens qui, de leur vivant, avaient choisi d'offrir leur corps à la médecine, c'est-à-dire à l'humanité. Autrement dit, ces corps-là auraient dû avoir droit à encore plus de respect. En lieu et place de quoi, le néolibéralisme leur offre cette fin absolument atroce à l'état du cadavre putréfié. Je voulais y insister parce que quand on essaye de réduire les coûts à toute force, c'est ce qui se passe dans le cas des corps morts ici. Et dans l'entreprise, c'est pour ça que j'en parle ici, parce que mon livre porte sur ça, c'est ce qui se passe avec les salariés. Quand il faut réduire les coûts, qu'est-ce qu'on fait? On comprime la masse salariale, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on réifie les humains jusqu'à les dégager par la porte ou par la fenêtre, comme disait Didier Lombard, l'ancien PDG de France Télécom. Et donc, pour dire une dernière chose là-dessus, il me semble que ce que cette image nous montre, c'est que la rationalité managériale appliquée à l'université ou à la recherche, c'est comme dans l'entreprise, ça donne une chosification qui est une déshumanisation absolue. Alors je voulais commencer par ces images, pas par goût du macabre, mais pour montrer à un point maximal quelle était la tendance générale de l'ordre socio-économico-politique dans lequel nous sommes. Et cette tendance, elle est simple, c'est un avertissement qui nous est donné. Là où règne l'efficacité managériale et la rationalité économique sans plus aucun appareil de contrecarrement, eh bien l'humanité est en danger. Point. Elle est en danger sous sa forme corps mort dans le non-respect qui est désormais dévolu aux corps morts, mais elle l'est aussi pour les corps vivants, comme ça a pu être le cas à France Télécom et comme c'est partout le cas aujourd'hui, dans le privé comme dans le public. Voilà. Eh bien, on va parler tout de suite de votre livre, Sandra Lucbert. Commençons. Sandra Lucbert, vous avez donc écrit 2 romans, Mobile et La Toile. Et là, vous publiez Personne ne sort les fusils aux éditions du Seuil. C'est donc sur le procès de France Télécom en 2019 où 7 dirigeants étaient accusés de harcèlement moral à l'échelle d'une entreprise. 19 salariés s'étaient suicidés entre 2006 et 2010. Ce procès, certains y ont vu le procès de Nuremberg du management. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Alors en réalité, cette formulation, le Nuremberg du management, je m'en suis servi dans mon texte parce qu'elle revenait avec insistance d'un peu partout, à la fois aux audiences et hors des audiences, donc sous des formes plus ou moins vagues et allusives. Non pas que moi j'ai fait cette analogie personnellement, mais en entendant revenir cette comparaison avec tant d'insistance, une comparaison aussi chargée et à la fois aussi vague, j'ai eu un réflexe qui est à la fois un réflexe de littéraire et un réflexe psychanalytique, qui a été de me dire... Si ça revient sans cesse ainsi, c'est que ça fait symptôme. C'est-à-dire, c'est que cette comparaison manifestement mal maîtrisée, qui met tout le monde très en colère, qui empêche les gens de réfléchir, mais qui insiste, elle est là pour dire quelque chose qui ne parvient pas à se dire autrement. Alors j'ai essayé d'y réfléchir, parce qu'en psychanalyse, on sait bien qu'une formation signifiante, inadéquate, qui insiste, si on n'essaye pas de l'élaborer, elle va revenir sous forme de passage à l'acte, d'une manière ou d'une autre. Donc, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en réalité, cette comparaison était là pour dire les violences structurelles du capitalisme sous la seule forme qu'il était possible de trouver. Et pourquoi on ne pouvait pas la dire autrement ? On ne pouvait pas la dire autrement parce que plus aucune formation discursive, plus aucune manière de dire n'était disponible pour qualifier ce que le capitalisme nous fait subir. Et j'ai donc, grâce à cette réflexion autour de cette formule qui revenait, en fait différencié les 2 procès. C'est-à-dire que ce qui se passait au procès de Nuremberg, c'est qu'il y avait une scénographie extrêmement insistante du fait qu'on jugeait le monde nazi depuis un autre monde, le monde américain allié, qui insistait sur la différence de valeurs qui le séparait du monde nazi considéré comme barbare, etc. En revanche, au procès France Télécom, il n'y avait pas d'extériorité depuis laquelle on pouvait juger les managers. Bien au contraire, moi ce qui m'est apparu dans la salle d'audience, c'est qu'on jugeait une certaine forme de capitalisme depuis cette forme de capitalisme. On devait incriminer les méfaits capitalistes depuis la langue qui justifiait toutes les méthodes capitalistes. Donc, en réalité, les 2 procès étaient parfaitement différents. Mais cependant, ça avait vraiment un sens que les gens utilisent sans cesse cette comparaison. Ça disait de manière redoublée qu'il n'y avait plus d'extériorité à l'hégémonie néolibérale. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est un peu gros quand même, comparer le procès de France Télécom au procès de Nuremberg, c'est un peu gros, ne considérant pas, en ce qui me concerne, le capitalisme comme du nazisme. Et en même temps, au fur et à mesure où j'ai lu votre livre, je me suis dit, il y a véritablement quelque chose. Vous avez raison, il y a quelque chose, notamment le fait qu'il y avait un plan, pour se débarrasser, c'est le mot, se débarrasser de 22 000 salariés et 10 000 mobilités sur un effectif total de 120 000 personnes travaillant à France Télécom. Il y a un plan
on va l'exécuter, ça s'appelle un crash programme, et ils l'admettent. En fait, ils en parlent entre eux, ils n'ont pas l'air de le cacher, simplement ils emploient un langage pour en atténuer la brutalité, mais au fond, ils sont tous d'accord, et au procès, tel que vous le décrivez en tout cas, ces dirigeants continuent d'être fiers d'eux, ils ne comprennent pas ce qu'on leur reproche. Au fond, ça a été un succès. Et ils ne voient pas pourquoi ils en auraient à rougir. Ils ont une totale indifférence à l'égard des souffrances qu'ils ont pu causer et même des morts qu'ils ont pu provoquer. Oui, absolument. Alors je pense qu'il y a deux choses dans votre question. Il y a l'aspect déshumanisation et il y a le fait que cette déshumanisation soit banalisée. Pour ce qui est de la déshumanisation, c'est pour ça que j'ai commencé par la photo des charniers de Paris 5. La déshumanisation, elle s'explique sur 3 niveaux ici, mais elle s'explique sur un premier niveau qui est celui que je disais tout à l'heure. La rationalité économique, elle est chosificatrice. Elle instrumentalise tout ce qu'elle investit, qu'il s'agisse de la nature ou des humains, peu importe. Donc vous savez que dans le langage économique, on dit qu'il y a des intrants, du facteur capital ou du facteur travail, et quand on met une machine au rebut ou un humain au rebut, c'est exactement la même chose. Première chose. Donc à partir du moment où cette logique règne, la chosification, elle ne pose problème à personne. Première chose. Deuxième chose, il me semble que dans le cas de France Télécom, nous nous trouvons au terme de 40 ans de ressassement de ces soi-disant nécessités qui sont celles du capitalisme financiarisé. Et comme Gramsci l'a fait remarquer, lorsqu'un ordre est hégémonique, ça veut dire lorsqu'un ordre de domination est devenu la direction générale d'une société, cela veut dire qu'un ensemble d'appareils ont naturalisé son existence et l'ont transformé en cela va de soi, en c'est comme si, en ordre naturel des évidences. Et ça, c'est tout à fait ce qui expliquait l'indifférence des prévenus à ce qui pouvait se passer sous leurs yeux, aussi bien il y a 10 ans qu'à la salle d'audience. Et j'irais même plus loin que vous, c'est-à-dire ils n'étaient pas non seulement indifférents, ils étaient scandalisés qu'on leur fasse des reproches. Didier Lombard a reçu une légion d'honneur pour ses bons et loyaux services à France Télécom. Et il n'a cessé de répéter, du début à la fin du procès, qu'il estimait que pour le sauvetage qu'il avait mené, tout cela était d'une grande ingratitude. Je le cite, ces suicides, disait-il, c'est terrible, ils ont gâché la fête. Donc pour eux, en réalité, on leur avait demandé quelque chose, l'ensemble du corps social demandait quelque chose, et on montrait une espèce de, d'hypocrisie terrible à venir leur faire des reproches 10 ans après, alors qu'ils avaient fait une opération formidable. Et j'ajouterais du coup une troisième chose, c'est que par rapport à cette rationalité économique minimale, dans le capitalisme financiarisé, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes, le régime de propriété est encore plus chosificateur que celui qui régnait auparavant. Parce que le nôtre, c'est celui qu'on appelle la liquidité financière. Et la liquidité financière, c'est la possibilité pour les propriétaires de disposer de quelque chose et de s'en débarrasser quasiment instantanément. En fait, instantanément, à la nanoseconde. Donc on peut acheter et revendre en permanence. Ça vient bien sûr des marchés d'actifs, mais ça s'est généralisé à tous les objets du monde. C'est devenu le rapport, la relation d'objet principale que nous avons à toute chose, et notamment que les patrons ont à toute chose. Donc, quand les actionnaires exigent des profits illimités, etc., l'ajustement, on va le faire avec toute chose disponible, donc notamment des salariés. Donc quand Didier Lombard dit en 2006 on va faire les départs par la porte ou par la fenêtre, il ne le dit pas du tout de manière provocatrice. Il le dit parce que c'est la nécessité qu'on a posée en principe et que pour lui, du coup, nécessité fait loi. On voit bien, et vous le dites dans votre livre également, qu'au fond, se débarrasser de ces salariés, supprimer des emplois, est devenu le cœur de leur métier. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, au fond, que de conquérir de nouvelles parts de marché, de faire des innovations qui vont permettre d'enrichir la société, de créer de la richesse, tout simplement. Ne sachant plus créer de la richesse, on a une partie de nos élites qui n'est plus là que pour supprimer des emplois. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans le texte, c'est pour ça que j'ai donné un nom à cette langue qui accompagne et banalise toutes ces opérations du capitalisme financiarisé. Je l'ai appelée la LCN, la langue du capitalisme néolibéral, à la suite de Victor Klemperer. Ce qui rejoint en fait ce que vous me posiez comme question à l'instant, parce que Victor Klemperer, c'est un philologue et un linguiste qui, pendant le Troisième Reich, a travaillé à qualifier la langue du Troisième Reich, qu'il appelait la lingua tertii imperii, la LTI, la langue du Troisième Reich en latin, parce qu'il constatait, dit-il, c'est une citation, que les victimes et les bourreaux parlaient la même
deuxième langue. Ce qui était exactement ce que j'ai vu dans les salles d'audience, mais ce qui est aussi le cas dans toute la société française. Et moi, je voulais faire comme lui, je voulais qualifier ça parce qu'une langue qui pose en son principe un certain nombre d'objectifs rend en fait toutes les opérations nécessaires pour l'atteindre légitimes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur niveau de barbarie. Donc moi, je pense plutôt que c'est comme ça que ça se passe dans leur tête. Je ne pense pas qu'il s'agit de sadisme. Je pense qu'il s'agit de mettre en place toutes les opérations rendues nécessaires et banales par l'opération de réitération infinie des mêmes catégories. Et j'irai un peu plus loin parce qu'à l'intérieur du texte, moi, j'ai essayé de faire entendre... c'est marrant parce que c'est une des questions que je me suis posée au début et qui a motivé l'écriture du livre, c'est que dans un régime d'évidence, quand il y a une langue hégémonique comme la LCN, la langue du capitalisme néolibéral, les dominés et les dominants la parlent tous les deux. Ce qui fait que les dominés parlent une langue qui leur donne comme programme d'être chosifiés puis liquéfiés. On s'explique du coup beaucoup mieux pourquoi les salariés se suicident à la fin. Parce qu'ils n'ont pas d'autre programme intérieur. Si vous voulez, c'est l'exact équivalent de ce que disait Frantz Fanon à propos des colonisés, qui parlait la langue des colonisateurs. De ce fait, les colonisés n'avaient pour destin que celui d'être asservis puis détruits. Donc Fanon demande dans les damnés de la terre, exige qu'on change enfin de langue quand on est un colonisé pour sortir de l'état de colonisation. Et c'est la même chose que pour les colons, les colonisateurs aujourd'hui avec les patrons et les managers. Ils parlent une langue qui leur raconte la grande épopée de leur trajectoire professionnelle et de ce qu'ils sont en train de faire de merveilleux pour l'humanité. Didier Lombard, c'est pour ça que j'ai voulu le faire écouter à la fin, il est habité par le mythe de l'innovation. Il n'a pas du tout l'impression d'être un patron de second rang. Au contraire, il est dans une lutte permanente pour, selon lui, amener l'humanité à davantage de techniques, à davantage de réalisations. Enfin, ça l'exalte, toutes ces réalisations. Après, qu'il y ait des ajustements humains à faire pour ça, il n'en a que faire. C'est ce qui était évident au moment du procès. Et c'est tout à fait vrai pour les autres managers. Je l'ai fait entendre dans des poèmes à l'intérieur du texte, parce que moi, il s'agissait aussi de faire comprendre ce que ces gens avaient dans leur tête. Parce que l'étonnement des salariés, 10 ans après les faits, dans la salle d'audience, quand ils constataient qu'il n'y avait toujours aucun remords et qu'ils ne voyaient toujours pas le problème, c'est une des choses qui m'a jeté dans une rage folle, avec l'indifférence des patrons, justement. Et je me suis dit, il faut écrire un livre pour qu'on entre enfin dans la tête de ces gens, pour qu'on comprenne de quel régime d'évidence il est question, pour que nous soyons rendus au suicide et que eux, ils se sentent toujours impeccables des années après, quand on fait défiler tous les jours devant leurs yeux pendant 2 mois des gens qui se sont suicidés avec les fils du téléphone, jetés sur les rails, poignardés en réunion, immolés par le feu. On parle de choses vraiment atroces. Le procès France Télécom, c'était pas une sinécure. Hein. Donc, du coup, voilà, moi, c'est beaucoup plus comme ça que je vois les choses. Eux, ils se racontent une histoire de dynamisme innovateur, de compétitivité formelle, etc. Et la réalité, ils ne la distinguent pas du tout avec les mêmes yeux que nous. Voilà. Mais alors, là où votre livre ne va pas là où, en tout cas pas pour moi en tant que lecteur, je n'arrive pas à voir ni le néolibéralisme ni le capitalisme comme les seuls responsables d'une telle déviation. Au fond, votre livre m'a fait penser au Zéro et l'infini, qui est un livre de Arthur Koestler, qu'il a écrit sur les procès de Moscou. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce livre, dans le Zéro et l'infini? On voit des communistes victimes exactement de la même chose, c'est-à-dire de la même chosification, de la même réification, et qui vont, alors eux aussi, alors non pas se suicider, mais accepter d'être condamnés à mort pour des motifs absolument délirants, espionnage au profit des États-Unis, alors qu'il s'agit de vieux révolutionnaires couturés de cicatrices. Soudain, ils vont accepter de s'accuser des pires crimes, tout ça pour que le parti ait raison, pour que le parti continue, pour que la révolution continue. Ils vont s'incriminer, au fond se suicider moralement, symboliquement. Et c'est pour ça que je me dis, mais ça n'est pas le capitalisme qui fait ça. C'est simplement, à un moment, tout système peut produire la même chose, y compris les suicides de France Télécom. Oui, alors ça, c'est l'effet des idéologies. Je vous rejoins absolument. D'ailleurs, moi, à la fin, je compare avec la fin de l'homme rouge les techniques qui étaient utilisées dans les soi-disant entretiens d'évaluation qui permettaient de dégager en fait les salariés. Je compare avec l'homme rouge parce qu'en effet, c'était les mêmes méthodes que pendant la grande période soviétique. Mais je voudrais dire 2 choses à ce propos. La chosification, la réification et la déshumanisation, en effet, elles sont transversales à différents systèmes. J'ai comparé avec la colonisation, les gens comparent avec les nazis, vous comparez avec le régime soviétique.
il me semble en effet qu'à chaque fois, on est dans des dérives qui amènent à cette chosification. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est de cerner la spécificité du néolibéralisme dans ce cas. D'abord parce que nous sommes encore dans un moment où tout le monde partage ses convictions sans le savoir, en répétant la langue qui les réitère, tandis que, bon, pas forcément pour tout le monde, visiblement pour la colonisation, mais en tout cas pour les nazis et pour le régime soviétique, on a bien compris que ça avait été une dérive, ce qui n'est pas le cas pour le néolibéralisme aujourd'hui. Donc moi, je voulais le faire apercevoir, première chose. Et deuxième chose, je pense qu'à chaque fois, il y a, je pense que chez les humains, la tentation de réifier les autres humains au service de sa propre persévérance est très forte. Et je pense que quand des régimes offrent à certains individus la possibilité de fonctionner ainsi, ils la saisissent. Et qu'ensuite, c'est le propre d'un ordre social que de faire perdurer un ordre de domination en le faisant passer pour la direction générale. Or, dans le néolibéralisme, dans le capitalisme en général et dans le néolibéralisme en particulier, il y a cette promesse de l'autonomie et de la relation d'objet infiniment acquittable qui est sans cesse proposée. Et qui est particulièrement proposé dans le régime financier dans lequel nous sommes aujourd'hui, du fait de ce régime de propriété que j'évoquais tout à l'heure, de la liquidité. La liquidité, si on veut résumer un peu brutalement, c'est prendre et jeter en permanence. Et en fait, ce régime de propriété, il est généralisé partout, pas simplement à la bourse, dans toutes les relations d'objets, y compris pour nous comme consommateurs, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de livraison, sur les sites de rencontres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes saisis à tout point de vue par un régime de pulsionalité et par une proposition relationnelle qui en fait nous enserre dans un ordre de domination qui lui est complètement réifiant et déshumanisant et qui fait que, comme le disait Maître Tessonnière, avocat des parties civiles, à la fin on a des entreprises comme Uber qui est le sommet de la liquidité financière qui nous considèrent, nous, comme ceux qui coulent quand on ouvre un robinet et ceux qui s'arrêtent de couler quand on ferme le robinet. Donc c'est une forme particulière de déshumanisation. Et je suis bien d'accord que le capitalisme n'en a pas l'apanage, pas du tout. Simplement, il la porte très loin. Or, personne ne l'aperçoit et il serait temps d'apercevoir qu'il y a des causes structurelles et des individus qui installent ces causes structurelles et qui les font opérer, qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes. Et le fait de se sentir être pris, utilisé et jeté, ça pourrait être aussi, si l'on voulait voir le côté sombre, la façon de résumer même nos relations amoureuses, nos relations sexuelles, notamment quand on est jeune et qu'on veut accumuler les conquêtes. On sait bien qu'on va être utilisé, on va utiliser et on va être jeté. On sait aussi qu'il y en a qui se suicident pour des raisons amoureuses. La question qu'on se pose à la fin de votre livre, c'est au fond, quelle peine mérite-t-il ? On a toujours tendance, et ne serait-ce que parce que le livre parle de sortir les fusils. Et on se dit, après tout, est-ce qu'on doit condamner la personne pour laquelle un autre s'est suicidé par amour, par exemple ? On ne l'imagine pas. Alors pourquoi condamner quelqu'un à cause de qui l'on s'est suicidé par désespoir ? C'est une vraie question. Oui, je pense qu'il y a une situation très différente là, parce que dans le cas des effets structurels, des violences structurelles du capitalisme, il y a, comme je le disais tout à l'heure, les effets d'un rapport de domination qui est devenu absolument féroce, parce que dans le cas de la valorisation financière du capital, il n'y a plus de force de rappel sociale ou politique qui tiennent, par opposition avec ce qui se passait dans le régime fordiste. Donc, on a ici un rapport où le capital est tout puissant, où toutes les autorisations lui sont données, et où les travailleurs, au contraire, sont livrés en pâture à son bon vouloir. Et donc, de ce fait, la situation n'a absolument rien à voir avec une relation amoureuse où, de manière interpersonnelle, deux personnes s'engagent. Là, il ne s'agit pas d'interpersonnel. C'était d'ailleurs une des difficultés que rencontrait la sphère du droit-justice pour juger les effets structurels du capitalisme. Ce sont des effets dont les causes sont différées, dont les causes sont différées et difficilement rattachables aux effets délétères. Parce que, en général, des innovations techniques ou socio-institutionnelles ont lieu à un moment donné, qui sont en général enveloppés dans la technicité, donc on ne les comprend pas bien, et des dizaines d'années après, leurs effets délétères se font connaître. J'en prends juste pour rapide exemple, dans le domaine socio-institutionnel, l'installation, par exemple, des structures financières, ou du libre-échange, ou de la libre concurrence européenne, mais dans le domaine des innovations techniques, la titrisation, le nucléaire, l'amiante, le Mediator, c'est 10 ans après qu'on se rend compte que les gens souffrent de cette situation. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le pourquoi du titre.
titre, c'est qu'au moment où ces innovations ont lieu, personne ne comprend. 20 ans, donc c'est pour ça que je dis personne ne sort les fusils. C'est à propos de la réforme de 1985 de Pierre Bérégovoy, par laquelle il installe la déréglementation financière. Mais en réalité, on se rend compte 10 ans après que les effets sont telluriques sur les sociétés. Mais il est trop tard. Et la justice, quand elle s'empare de la situation, elle ne peut plus, à cause de la prescription, attaquer les bons coupables. Elle ne peut plus attaquer les hommes politiques qui ont installé tout ça. Fillon, Jospin, Chirac, Balladur, Bérégovoy. Elle ne peut plus non plus attaquer Michel Bon, qui est le responsable de l'endettement de France Télécom, ni encore Thierry Breton, qui est le premier opérateur des plans managériaux. Il ne reste plus que Didier Lombard et son équipe. Raison pour laquelle, pendant le procès, ce petit groupe-là se sentait injustement accusé, parce que tous leurs amis s'en étaient tirés indemnes. Et tandis qu'eux, ils se trouvaient les derniers accusés. Donc, moi, c'était une des choses qui m'intéressait, c'était de dire qu'il fallait identifier les vraies causes de notre souffrance et identifier l'ordre dans lequel nous étions comme contingent, puisque l'ordre financier a commencé à un moment donné, dans les années 80 en France, 83, 84, 85, et que cela implique que s'il a eu un début, il peut avoir une fin, et qu'il nous est loisible de considérer que si cet ordre nous détruit, nous devons y mettre fin. Et en cela, ça n'a rien à voir avec une relation amoureuse. Il s'agit vraiment d'un rapport de domination et de ce qu'on choisit de faire quand on identifie le fait qu'on est parmi les dominés ou les subalternes, comme dirait Gramsci. Voilà. Personne ne sort les fusils, c'est le titre du livre de Sandra Lucbert qui vient de sortir au Seuil. On fait une pause, on se retrouve juste après. Et nous voilà présents avec Alistair, le directeur de l'excellente revue Schnock, et cela depuis 2011. Aujourd'hui, vous sortez La Bibliothèque Impossible aux éditions Latengo. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Pourquoi cette bibliothèque est-elle impossible ? Et pourquoi est-ce que ça la rend d'autant plus à la fois drôle et fascinante ? Tout simplement, enfin, les livres sont quand même la meilleure, sont les meilleurs outils pour décrire un peu l'âme humaine et de la médiocrité à l'excellence, de la beauté à la laideur. J'ai pensé que rapporter tout ça dans un ouvrage, dans une anthologie, était une bonne façon de parler de tous ces livres imaginaires, oubliés, interdits. Enfin, tous ces livres un peu quand même canard boiteux voilà, donc c'est un jeu aussi. C'est un jeu, en effet, puisque vous avez créé, au fond, la bibliothèque impossible. C'est la bibliothèque à laquelle personne n'avait pensé. C'est la bibliothèque absolument impossible à réaliser. Et pourtant, elle est là, elle est dans ce livre, de manière donc virtuelle. À commencer donc dans cette bibliothèque, vous rangez d'abord des livres imaginaires. Alors, les livres imaginaires, c'est vrai qu'on en a lu dans plein de livres. L'auteur nous fait, par exemple, il y a ce livre de Sherlock Holmes. On sait, Sherlock Holmes n'a jamais écrit de livre, c'est le docteur Watson qui écrit des livres. Et pourtant, s'il en a écrit, et là, il y en a un, par exemple. Mais ce livre-là est un livre imaginaire, il n'existe pas. Et non, il n'existe pas, et c'est dans le signe des quatre, je crois, si je me rappelle bien, que Sherlock Holmes évoque ce livre sur la discrimination entre les différents tabacs les différents tabacs, oui, c'est ça. Non, oui, là, c'est vraiment un exercice alors de cagneux, les livres imaginaires dans la littérature, c'est un grand fantasme d'étudiants en lettres, mais là, ce qui était marrant, c'est que j'ai demandé au graphiste qui s'est occupé du livre, Monsieur Choubi, de réaliser des couvertures originales de ces livres qui n'existent pas en fait que dans le cerveau, là en l'occurrence de Conan Doyle. Ouais. Et c'est très réussi, celui-là, on a vraiment l'impression tout à coup qu'il existe. Il y en a un, vous y êtes pas risqué, c'est le très célèbre Necronomicon, qui est né dans l'imagination de H.P. Edward Philip Lovecraft, grand auteur de science-fiction et même d'horreur. Et ce livre, le Necronomicon, écrit par l'arabe fou Abdul Azraed, nombre de gens sont allés le demander dans des bibliothèques. Hein, et celui-là, vous ne lui avez pas donné de couverture. Il est trop grand, il est trop irréel, il est trop sublime peut-être. Oui, il est peut-être trop en plus. Quand j'imagine le Necronomicon, j'imagine un grimoire un peu poussiéreux.
Je trouvais que graphiquement, c'était peut-être moins intéressant, mais bon, on aurait dû peut-être en effet le faire. Ouais. Alors vous avez en revanche imaginé La lettre et le néon, le livre de Jean Solpâtre qui est dans l'écume des jours de Boris Vian, on le voit là. Jean Solpâtre, évidemment, c'était le personnage, en fait c'est Jean-Paul Sartre tourné un peu en amitié et en dérision. Et ce livre-là, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Hein. Ben oui, non, mais c'est dans l'écume des jours et c'est un petit taquet que met Boris Vian à Sartre, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que la réalisation est pas mal. On dirait vraiment un livre des années 40, 50, quoi. Hein. Donc Ouais, il est parfait. C'est exactement ça. Alors, il y a aussi les livres interdits. Évidemment, dans une bibliothèque impossible comme la vôtre, il faut des livres interdits. Et alors, vous êtes allé en retrouver des livres qui ont vraiment été interdits, comme par exemple le manuel du guérillero. On le voit, il est tout petit en bas là, mais le manuel du guérillero existe vraiment. Et il est vraiment interdit, ce livre. Il a été interdit. Oui. Il l'est plus du tout, mais ça a été un livre très très menaçant à la fin des années 60 pour toute pour tous enfin, qui a été inquiétant pour les autorités et qui a été très inspirant pour la gauche radicale de l'époque. Et il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a le The Anarchist Cookbook aussi. C'est pareil, un livre qui a été interdit de la même manière. On va voir aussi le petit livre rouge des écoliers et des lycéens. On avait beaucoup peur des mouvements de jeunes à l'époque, hein, et notamment qu'ils puissent s'armer et qu'ils puissent se révolter de façon encore plus dure. Oui, et d'ailleurs, en effet, oui, évidemment, mais alors, ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui, c'est que ces menaces de révolte ou de sédition étaient portées par ces livres-là que croyaient bon interdire les ministères de l'Intérieur, enfin à l'époque les autorités compétentes dans ce genre de choses. Donc, alors qu'aujourd'hui, quand on les lit, honnêtement, que ce soit le manuel du guerriero ou ce petit livre rouge scandinave de professeurs de gauche sont assez enfin il n'y a pas grand chose c'est pas non il n'y a pas ça n'a pas mais c'est toujours comme ça quand on interdit un livre, en fait, c'est toujours dérisoire. À la fois, c'est de lui faire une publicité considérable et c'est toujours vain et un peu stupide. Il y a 2 livres interdits liés à François Mitterrand. Il y a L'honneur perdu de François Mitterrand, un livre de Jean Edernalier. Alors lui, c'est pas tellement qu'il est interdit, c'est que c'est un pamphlet. On le voit là-bas, la couverture telle qu'elle est, tel qu'il l'aura quand il sortira enfin, mais c'est un pamphlet qui circule, écrit par Jean Edernalier, contre François Mitterrand, où il parle de la fille cachée de François Mitterrand, et c'est parce qu'il y a ce pamphlet que des centaines de gens à Paris vont être écoutés. Il y aura des écoutes téléphoniques insensées, tout ça va durer sur des années, et puis finalement le livre sortira, il n'aura absolument aucun effet. Oui, en fait, ça a été une espèce de monstre de Loch Ness éditorial français des années 80, qui en effet, quand là, on voit la couve qui est sortie, je crois, 1 mois après la mort de Mitterrand, c'était pour dire le courage de Jean Edernalier. Mais en effet, pendant 10 ans, il y avait alors. Edernalier parlait du passé vichiste de Mitterrand, de la Francisque et tout ça, mais surtout il parlait en effet de Mazarine qui était là, en effet c'était là une arme nucléaire. Donc est-ce que vraiment Mitterrand a... Oui, c'est sûr que ça a été un problème, mais quand on voit le résultat final, en effet c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Hein, donc... Alors, il y a aussi les meilleures histoires drôles de Carlos. Alors là, c'est plus étonnant. Je dois dire que je ne connaissais pas ce livre, mais que, tel que vous le décrivez, j'ai compris pourquoi on l'avait interdit. Les histoires drôles de Carlos. Alors, qu'est-ce que c'est les histoires drôles de Carlos ? Ne nous les racontez pas, ça tomberait sous le coup de la loi, mais expliquez-nous pourquoi on les a interdites.
Je suis même pas sûr que ça tombe encore sous le coup de la loi. Non, c'est il y a donc Carlos en 97-98 sort son recueil de meilleures histoires drôles, et à l'intérieur de ce recueil se trouvent deux blagues entre pédophilie, inceste et enfin il coche toutes les cases de la blague qu'il faut pas faire. Et c'est un des derniers livres qui est interdit à la vente en France, hein, donc c'était il y a quand même 20 ans. C'est d'autant plus intéressant que Carlos est le fils de Françoise Dolto, grande pédiatre reconnue. Donc voilà, donc tout ça fait un objet particulier qui sera réédité sans avec, les mauvaises blagues. Sans ces deux mauvaises blagues que j'invite à lire dans mon livre quand même, parce qu'elles sont quand même assez croustillantes. Et alors, il y en a un autre, c'est celui de Léon Degrelle, Tintin, mon copain. Alors là, c'est un livre beaucoup plus sulfureux, puisque Léon Degrelle était reporter au Petit 20e, le journal dans lequel Hergé a publié ses premiers Tintins en Belgique. Léon Degrelle est devenu fasciste. On a même dit que Hitler le considérait comme son dauphin. Léon Degrelle a survécu à la Seconde Guerre mondiale et il a écrit ce livre, Tintin, mon copain, pour dire qu'en fait, Tintin, c'était lui. C'était lui, le reporter dont s'était inspiré Hergé. Et je connaissais ce livre de réputation, mais je ne savais pas qu'il avait été interdit. Il a vraiment été interdit, ce livre. Alors, il a été interdit, mais alors là, pas pour des raisons étatiques, enfin, en tout cas, pas par une commission de censure. Il a été interdit par la société Moulinsart SA, qui s'occupe désormais des intérêts de Tintin, de tout ça. Et sans doute à juste raison, parce qu'en effet, ça ne donne pas une image très bonne d'Hergé. Mais maintenant, bon, il y a des quantités de biographies et par ailleurs, je parle dans le livre d'autres livres concernant Tintin qui sont problématiques, comme Tintin au Congo. Enfin, on sait qu'Hergé n'était pas non plus le plus grand social-démocrate des années 30, quoi. Donc tout ça semble presque cohérent, mais en effet, ce livre est interdit parce que Degrelle, en effet, est un personnage. Alors, il y a aussi un côté chez lui qui est un peu mythomane. Hein. C'est un grand. Oui, c'est ça. Il se disait très ami d'Alain Delon aussi, et tout ça. Donc, bon, c'est Degrelle, quoi. Alors, dans votre bibliothèque impossible, Alistair, il y a également les livres celluloïdes. C'est vrai que dans un certain nombre de films, tout à coup, on voit des livres entre les mains des acteurs. Et ces livres n'existent pas. On en voit 2 spécimens ici même. Et ça a dû être difficile de les retrouver, où vous aviez déjà collectionné. Chaque fois que vous voyiez un film, vous preniez une petite photo du livre que l'acteur avait entre les mains. C'est un peu le même principe que les livres imaginaires en littérature, hein, comme on a vu tout à l'heure de Sherlock Holmes et tout ça. C'est que c'est des jeux, en fait. En effet, moi j'ai commencé avec Le Magnifique avec Belmondo, où il joue le rôle de Brett Sinclair et d'écrivain pseudo-SAS. Et le truc génial, je trouvais, c'est qu'il y avait les couvertures en même temps. On voyait physiquement les livres apparaître sur l'écran. Donc, et puis après, voilà, il y a L'homme qui aimait les femmes aussi, de Truffaut, où tout le scénario est construit autour du fait que Denner doit écrire ce livre. Donc voilà, après, on prend des notes et puis on commence à s'intéresser un peu à des films où des écrivains sont en train d'écrire des ouvrages qui n'existent pas, et ça devient marrant. Il y a également les livres jeux de mots qui pourraient peupler cette bibliothèque impossible. Alors les livres jeux de mots, les voilà, on en a vu plein, c'est pas toujours de très bon goût, c'est pas très haut de gamme, mais c'est des livres dont les titres sont de purs jeux de mots. Oui. Et on espère que ça va suffire pour les vendre. Voilà, c'est ça. Mais en général, c'est la fausse bonne idée par excellence. De toute façon, en général, le jeu de mots est une fausse bonne idée. Hein, je veux dire, mais là, en effet, ça, l'aventurière de l'Archer perdu, par exemple, de Catherine Lara, ou ce qu'on voit là, c'est le feu occulte d'Éric Guèze. Oui, ça vaut le coup de s'attarder quand même, parce que c'est vraiment du travail. Hein. L'aventurière de l'Archer perdu, Catherine Lara, il fallait le faire, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, il y a toujours... Chez quelqu'un qui fait un jeu de mots, il y a toujours une espèce de
de sympathie, en même temps un truc pathétique, quoi. Et surtout pour en faire après un titre d'ouvrage qui accroche. Alors ça accroche, comme dans la presse, un jeu de mots, ça accroche, mais je trouve qu'en édition, c'est un peu plus dangereux parce que souvent derrière, il n'y a pas grand-chose. Oui. Alors, il y a aussi dans votre bibliothèque impossible, il y a aussi les livres les plus chers. Par exemple, la Bible de Gutenberg, dont il n'existe que 31 exemplaires, ou les œuvres de Shakespeare, telles qu'elles ont été imprimées au temps de Shakespeare. Ça, il en reste 288 exemplaires. Et aussi bien cette Bible de Gutenberg, que vous n'avez pas illustrée, que le livre de Shakespeare qui est ici, tel qu'il est sorti à l'époque, ça vaut 9 millions de dollars chacun. Donc, vous êtes amusé à voir ce que c'était que des livres vraiment chers. Et puis, parce qu'il faut avancer, il y a aussi les collections improbables. Et là, alors, je dois dire que j'ai vraiment ri. Au milieu des années 90, on a sorti cette collection-là, la collection Premier cycle aux presses universitaires de France. Alors, j'en ai aucun souvenir. Il faut croire que ça n'a pas eu tellement de succès. Mais c'était quoi l'idée de cette collection, Alistair? Alors il y a deux choses fabuleuses déjà. Alors, c'est que à l'époque, les presses universitaires de France sont connues à l'époque pour les que sais-je. Les que sais-je qui sont d'un point de vue de couverture complètement neutre, protestant. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi. Pendant 3-4 ans, ça a duré très peu de temps, cette histoire. Moi, j'étais à la fac à l'époque, donc je les connais bien, ces livres. Ils ont décidé d'incarner donc une vision beaucoup plus catholique, leurs livres par la figure des gens qui les écrivaient dans des postures assez incroyables. Et c'était des livres assez rares parce que c'est des livres qui coûtent cher à l'époque et qui coûtent encore plus cher aujourd'hui parce qu'ils ont été édités à très peu d'exemplaires. Vous imaginez bien que genre, forme, ça pas. Et donc voilà, et c'est devenu en effet... Déjà à l'époque, c'était une source de blagues, mais oui, parce que c'était tablé sur le physique des auteurs, alors qu'a priori, c'était des intellectuels très sérieux, pas particulièrement drôles. Évidemment. Et puis en plus, ce qu'il y avait de très drôle, en fait, c'est que c'était les profs qu'on avait face à nous. C'était vraiment la figure des profs. D'ailleurs, il n'y a que des mecs. Là, c'est vraiment la fine fleur de l'université française des années 90 et on était censé aller acheter après des livres qui coûtaient à l'époque 200 balles avec la tronche de ces mecs sur la couverture. C'était trop demandé évidemment aux étudiants que nous étions. Alors pour finir... Mais bon, c'est une petite vengeance personnelle. Et pour finir, vous avez fait une section de cette bibliothèque impossible qui contiendrait tous les livres de Léon Zitrone. Alors je le dis pour les plus jeunes, Léon Zitrone, ça a été la plus grande vedette de télévision française et il écrivait régulièrement des livres. Évidemment, il était l'objet d'un culte de la personnalité absolument terrible. Lui-même, je pense, y avait succombé. Et on le voit dans les couvertures de ses livres. Et il écrivait surtout sur le tiercé, sur les chevaux, sur l'URSS, parce qu'il était d'origine russe, sur les histoires d'amour, sur la correspondance. Et à chaque fois, les livres étaient sublimes, on peut le dire. C'est ce qui les rend attirants pour une bibliothèque comme la vôtre. Non, mais il y a une espèce de... Je ne sais pas, c'est une marque des 30 Glorieuses, cette figure qui, tous les ans, sortait un livre, que ça soit sur les chevaux, sur la crise cardiaque, sur sa femme, sur le journalisme, sur l'URSS, sur les États-Unis. Alors que parallèlement, il présentait Interville, le journal télévisé, Théo Grosset. Enfin voilà, quelqu'un qui n'arrêtait pas. On peut se demander, d'ailleurs, même si c'est lui qui, évidemment... rédiger tous ces chefs-d'œuvre. Donc, la bibliothèque impossible, c'est le livre d'Alistair qui est sorti aux éditions Latengo. Nous voici à présent avec le groupe 10, Nicolas Laforgue et Sandra Da Silva, dont l'album Et n'être qu'au milieu des monstres est sorti sur les plateformes. Pour l'avoir physiquement, il faudra attendre le mois de janvier. Je propose de regarder tout de suite un extrait du clip de Monstres, justement. Et le bruit qui assomme, et
Vous vous présentez comme un duo de rap synthétique. Alors rappelez-nous ce que c'est que le rap synthétique. Alors de trap synthétique, ouais. De trap synthétique. Ah, c'est le trap synthétique. Moi, je croyais que c'était une... Ouais. J'ai lu trap synthétique, j'ai cru que c'était une faute. J'ai cru que c'était une coquille. Non, c'est du trap synthétique, alors. C'est encore plus mystérieux que je croyais. Le mouvement de trap, c'est une branche du rap qui est née à Atlanta il y a maintenant quelques années, qui est arrivée en France par la suite et qui aujourd'hui, finalement, englobe tous les succès rap actuels qu'on peut connaître et qui sont aujourd'hui mis en avant sont issus de ce mouvement trap. Et donc trap synthétique, c'est parce qu'on a enregistré tout avec synthétiseur, rien sur Pro Tools, etc. Tout avec nos synthétiseurs, nos boîtes à rythme analogiques, etc. Et on a essayé de se démarquer aussi par ça. Sandra, Da Silva. Oui, oui, ça fait partie de nos influences là, en effet, cette nouvelle forme de rap en fait, et notamment au niveau France, un peu ce qui ressort, c'est PNL, qui a été un grand marqueur, je pense, dans l'histoire du rap là en France, de cette nouvelle forme de rap qui marche et qui vient proposer des sons qui sont intéressants et qui a été une de nos influences là pour cet album. On a toujours l'impression, en tout cas ceux qui ne connaissent pas bien le rap, ont toujours l'impression que le rap n'a jamais bougé, qu'il n'a jamais changé de forme. On sait que le rock en 40 ans a beaucoup changé, pour passer d'Elvis Presley aux Beatles, puis au heavy metal, puis au rock progressif, et ensuite pour devenir la variété internationale, il a pris comme ça plusieurs formes. On a l'impression que le rap reste le même, ça n'est pas vrai. Non, le rap, si on prend par exemple justement PNL ou des groupes encore plus récents qu'on peut entendre, qui marchent en radio, avec du rap des années 90 comme Assassin, IAM, on voit que ça n'a absolument rien à voir, tant en termes de son que de thèmes abordés au niveau des textes. Il y a quand même une évolution qui est très très marquée. Et là, je parle que du rap français, mais dans le rap américain, on le constate aussi. Mais alors vous, votre rap à vous, alors est-ce que c'est parce que c'est du trap et qu'il est synthétique ? Il y a une production minimale. Pour moi, ce serait du rap minimaliste. Il y a dans le rap une tendance à multiplier les couches, aussi bien de sons que parfois de samples. Vous, non, c'est extrêmement minimaliste. Est-ce que c'est par économie ou c'est volontaire ? Alors, non, c'est volontaire. C'est-à-dire que nous, on ne vient pas du rap traditionnel, on en a écouté, mais à la base, on vient de formations qui sont plutôt rock, même s'il y avait d'autres influences. Et là, l'idée de s'inspirer de ces musiques pour créer quelque chose d'un peu différent, on le fait aussi avec notre héritage rock. Donc, moi, je suis pianiste à la base, et donc on utilise un peu ces outils-là avec notre expérience plus de groupe, en faisant quelque chose d'un peu différent. Donc on n'a pas cette tradition non plus des samples qui peut exister dans le rap des années 90. Nicolas ? Ouais, tout à fait, on est des rockers qui essayons de faire du rap. Donc on utilise les outils qu'on connaît et qu'on a eu l'habitude d'utiliser depuis maintenant 20 ans. Donc voilà, c'est de l'enregistrement live, c'est l'utilisation d'instruments en direct. On a très peu de programmation sur ce disque, par exemple. Donc, très peu de couches aussi, très peu de bacs derrière au niveau des voix. Donc, effectivement, ouais, vous avez raison, c'est minimal parce que c'est notre manière d'entendre cette musique et notre envie de la montrer. Alors, j'ai cherché d'autres clips de vous qui sont sur Internet. Il y en a un qui s'intitule « Trottoir ». Le morceau ne figure pas sur le nouvel album, mais on va l'écouter quand même, en tout cas un extrait. Que le ciel soit témoin, nous ne pouvions entendre ceux qui hurlaient les chiens, qui rêvent de pouvoir, qui rêvent de sang, qui rêvent de barreaux, qui rêvent de sang, qui rêvent que la colère guérisse les plaies, guérisse les plaies de ceux qui rêvent de trêve avec l'orage, avec les traîtres et le cauchemar. De n'exister que par soi-même, de n'exister que pour les lumières et les miroirs et les gouttes épuisées sur la piste d'un trottoir. Alors c'est drôle parce que vos clips ont l'air de se suivre, de se citer ou de se répondre les uns les autres. Vous ne faites pas de sample dans votre musique, mais j'ai l'impression que vous samplez vos clips.
Alors oui, c'est vrai que là, on a fait une trilogie de clips en fait qui sont issus de notre première EP où il y a les deux morceaux là. Et l'idée, c'était de travailler vraiment cet aspect trilogie autour de la figure du monstre, qui était une des thématiques fortes des textes de Nicolas. Et on a travaillé avec un réalisateur, Xavier Girardot, pour mettre en image ça autour de 3 clips qui racontent une histoire. Voilà. Donc c'est la même histoire que racontent les 3 clips. Ça s'explique mieux. Pourquoi vous avez appelé votre groupe 10 ? 10, c'est parce qu'avec Sandra, c'est notre 10e disque qu'on fait ensemble. Et aussi, c'est aussi la figure du numéro 10 dans le football, tout simplement. Parce que ce numéro 10 dans le football, on est des amoureux de foot, moi particulièrement, j'adore le foot et tout son imaginaire. Et le numéro 10, il porte la responsabilité du jeu, c'est lui qui est le responsable technique, c'est lui qui est responsable de la victoire, de la défaite, c'est sur lui qu'on va taper si on perd, c'est lui qu'on va glorifier si on gagne. Donc ce numéro 10, ça nous plaisait bien l'image. Aujourd'hui, vous êtes un peu enfermé chez vous, comme tout le monde. Il n'y a pas de scène qui se profile, pas de live. Ça ne vous empêche pas de travailler ou ça vous mine ? C'est compliqué de ne pas pouvoir défendre le disque parce que ça fait un petit moment qu'on travaille dessus et qu'on a forcément envie de le jouer dans des gens. Après, c'est comme ça, c'est une pandémie mondiale, donc forcément, on fait avec comme tout le monde. On n'est pas les plus à plaindre, on n'est pas dans des hôpitaux en train de soigner des gens, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là, par contre, on essaye de continuer à faire des choses. Et puis on va essayer de faire un live stream le 18 décembre pour un label américain, Fake Foreign Corporation. Donc on va faire ce live stream, on va essayer de faire quelque chose d'un peu joli. On travaille aussi sur un EP avec des artistes américains qu'on veut sortir en début d'année prochaine. Donc ça nous permet, eux aussi étant enfermés comme nous, ça nous permet, comme on a du temps, de pouvoir essayer de faire de les inviter sur des morceaux, essayer de créer des choses ensemble. Sandra, dernier mot. Juste rebondir par rapport au fait d'être confiné, des fois le fait de changer le contexte, un peu de création, c'est intéressant aussi d'utiliser la contrainte pour en faire autre chose. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire, même si pour l'instant on ne peut pas faire de live, on continue quand même d'exister autrement. Merci tous les deux. C'est donc le groupe 10 qui sort un album intitulé « Et n'être qu'au milieu des monstres ». Pour l'instant, il est uniquement en numérique, mais il sera bientôt en physique. Merci tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.